Bonsoir, bienvenue à cette soirée exceptionnelle de l'avant-première des Livres des Solutions. Donc je vais vous dire le programme. Je vais lancer d'abord les courts-métrages. Il y a à peu près 30 minutes de courts-métrages exceptionnels de Michel Gondry. Ensuite, le film Les Livres des Solutions va se lancer directement. Et juste après le film, je vais vous demander de rester en salle parce que vous avez la présence de Michel Gondry et de Sophie Grèche vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez après le film. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et bonne séance. Bonsoir à tous. Est-ce que le film vous a plu? Oui. Je vais vous demander de continuer à applaudir et on va recevoir Michel Gondry qui va répondre à quelques-unes de vos questions. Bonsoir. Alors, avant de vous donner la parole, je vais vous poser une petite question. C'est un film très personnel, où vous êtes beaucoup représenté dans le personnage de Pierre Ninet. Comment ça a été de travailler justement cette projection de soi via un acteur, et comment vous avez choisi le reste du casting? Alors avec Pierre Ninet, il s'est un petit peu projeté sur moi d'une certaine manière, parce que j'ai vu quand il jouait, je l'ai vu faire des choses, prendre des attitudes qui sont miennes, et sans que je lui demande. Donc il me l'a dit après, qu'il m'a observé. Mais comme il a une forte personnalité, c'était pas que une imitation, parce que ça, je n'aime pas quand les acteurs imitent la réalité, puisque finalement, c'est un peu créé, ça devient des enveloppes. Et donc, il avait compris qui j'étais, on se connaissait depuis longtemps, en pointillé, mais quand même, on avait une forme de relation. Et je crois que les acteurs, ils aiment bien aussi d'avoir un matériau existant. Bon, j'ai l'impression que je me contredis avec la première phrase. Mais c'est pas grave. Si c'est utilisé comme un matériau, oui, ça c'est bien. Enfin, disons qu'il prenait des éléments, mais il l'imitait pas, il me semble. Et il avait des choses dans lesquelles je pouvais m'identifier, et j'avais des choses dans lesquelles il pouvait s'identifier. Donc, on se rejoint un petit peu au milieu, et ça crée le personnage de Marc. Donc, il ne s'agit pas que l'acteur soit à 100% moi, il s'agit qu'il y a une intersection dans deux ensembles. En ce qui concerne les autres acteurs, par exemple Denise, qui représentait une personne qui est très importante pour moi, qui était très importante pour moi, ma tante Suzette. Et j'ai pas cherché à faire de ressemblance, que ce soit au niveau physique, au niveau de l'attitude, mais j'ai souhaité qu'elle corresponde à ma tante par le fond, c'est-à-dire par son attachement et son admiration envers son neveu, sa bienveillance, sa générosité, puis un petit peu un côté sombre. Et tout ça, elle l'a fait sans vraiment que je lui demande. Bon, parfois, comme toujours dans les tournages, on corrige les choses parce qu'on se place. On a à un certain niveau où on voit plus l'ensemble de l'histoire. Et elle l'a fait merveilleusement bien, c'est-à-dire que quand elle exprime un sentiment ou qu'elle prononce une phrase, ça vient d'une réalité, c'est interne, c'est pas pris sur la surface. Est-ce qu'il s'est servi de votre documentaire L'épine dans le cœur un petit peu pour... Non, elle n'a pas voulu le voir, et je n'ai pas voulu qu'elle le voie, parce que elle a été complètement sur la même longueur d'onde que moi, comme quoi il ne fallait pas essayer d'imiter les gens.
Et elle est arrivée à quelque chose de très proche de ma tante, comme je disais, par le sentiment, pas par l'apparence. En ce qui concerne Blanche et Francky, ce que je leur ai demandé, ainsi qu'à Françoise, je leur ai dit de regarder Marc et tout son côté irritant avec indulgence et même un certain degré d'affection et de l'amour par rapport à Denis surtout, parce que pour moi c'était la seule manière de pouvoir l'accepter et avoir de l'empathie envers du personnage, parce que j'ai pas du tout voulu le rendre sympathique par lui, par ses actions, mais je l'ai rendu sympathique parce que les gens autour de lui l'aiment d'une certaine manière, parce qu'ils le connaissent avant. C'est une période de sa vie très difficile, et si on ne le sait pas, on a l'impression que c'est un personnage odieux. Donc elles le connaissent d'avant, donc elles ont un sentiment fort et très positif sur lui, qui se trouve chamboulé, mais il y a quand même une résonance par rapport à ce qu'elles connaissent. Et ça a marché. Souvent, on faisait des prises supplémentaires où je demandais aux actrices d'être plus gentilles avec lui, malgré cette agressivité qu'il leur projetait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne vais pas monopoliser le micro et je vais vous laisser poser des questions. Donc, qui se lance ? Bonsoir. Alors, super film, j'ai adoré, bravo. Et ma question, c'est sur la création. C'est si vous avez. Comment est-ce que vous faites ? C'est quoi vos conseils pour finir quelque chose que vous avez commencé et que vous n'arrivez pas à finir ? Comment vous faites, justement ? Je me force, je ne me donne pas le choix, et j'ai une série d'arguments en faveur de terminer le travail, le film, peu importe ce qu'on fait. C'est que on arrête par flemme, très souvent, on arrête parfois parce qu'on pense que ça ne sera pas bien. Donc il faut se dire que c'est plus important de finir que ce soit bien, et que parfois si c'est raté, on apprend encore plus que si c'est réussi. Si c'est réussi, ça motive pour continuer. Si on laisse tomber un projet, en imaginant que le projet est une sorte de personne, d'enfant que vous éduquez, si on ne mène pas à bien ce projet, le prochain projet, il ne vous fait plus confiance. Vous perdez la confiance du projet parce que vous n'avez pas terminé celui d'avant, et puis ça peut aller en se dégradant. Donc il faut penser à ça. Et c'est une sorte de manque d'hygiène créative que de ne pas aller jusqu'au bout de la fabrication de l'idée, parce qu'on abandonne l'idée, on ne lui donne pas une chance d'exister. Donc c'est vraiment important de terminer. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Moi, ça va être une question par rapport au court-métrage qu'on a vu au début. J'ai remarqué au générique d'entre eux qu'il y avait énormément d'autres noms Gondry qu'on voyait. Je sais qu'il y a un membre de la famille qui fait aussi partie des Ludwig von 88. Donc je voulais savoir à quel point c'était une affaire de famille, l'art chez les Gondry. Oui, mais pas forcément de manière très pointue. C'est vrai qu'on a grandi, on était 3 frères. Ma mère et mon père jouaient du piano. On a fait pas mal de groupes dans les années 80. Moi, je dessinais depuis tout petit. J'ai fait beaucoup de photos. C'est vrai que c'était... Moi, je pense qu'on a eu de la chance avec nos parents. Ils nous ont un petit peu projetés dans ce qui est devenu la norme dans les années 80-90, en nous exposant à la culture qui allait devenir prominente.
Non. Proéminente. Proéminente. C'est l'anglais. Donc on était un petit peu préparé à ce qui a fait qu'on a pu fonctionner dans les années qui venaient. Et d'autant plus qu'il venait d'une culture très stricte, des enfances très difficiles. Et j'en suis vraiment, je suis vraiment reconnaissant envers eux d'avoir exploré d'autres voies pour nous permettre de nous épanouir. Merci. Bonjour. Bonjour. Désolée. Je vais être honnête, ça fait 3 jours que je réfléchis à une question et que j'arrive pas. Ça fait des années que je cherche à vous poser une question, mais j'en sais rien. Je voulais surtout vous dire merci parce que j'ai découvert votre cinéma quand j'étais assez jeune, quand je suis allée voir Microbe et Gazole au cinéma. Après, j'ai vu Eternal Sunshine comme tout le monde. Après, j'ai vu La Science des rêves et j'ai pas encore tout vu. Mais en fait, vous êtes, je pense, sur le top de la liste des gens à qui j'aimerais poser une question, mais j'arrive pas. Mais juste merci. C'est fou de rencontrer quelqu'un d'arriver. Non, mais quand même, vous pouvez trouver. Non, en vrai, j'ai une question. J'ai une technique pour ça. Non, en vrai, j'ai une Trouvez un seul mot de la question que vous voudriez poser. En vrai, j'ai une question, mais je ne sais pas exactement comment la poser. Mais je vais trouver les autres mots si vous le dites. Un D'accord. mot. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une manière spéciale de diriger vos acteurs? Parce que je trouve que vous prenez souvent des acteurs qui ont des fortes personnalités et vous arrivez à les faire... Enfin, ils rentrent tellement dans le personnage et je trouve que par rapport à beaucoup de films, c'est assez... j'appréhende souvent parce que vous prenez souvent des acteurs qui ont des très fortes personnalités et ils deviennent totalement le personnage, mais du coup, je me demande si vous avez une méthode spéciale. Mais votre question est très bien formulée, je tiens à préciser. Alors, c'est vrai, chaque acteur est différent et il faut leur parler différemment et parfois séparément. Par exemple, quand j'ai fait Eternal Sunshine, Jim Carrey venait d'un cinéma très comique, très graphique, et Kate Winslet d'un cinéma plus d'auteur, plus de temps, de passé, de période. Et quand j'allais voir Kate, je faisais en sorte que Jim ne soit pas à côté, et je disais à Kate, c'est vraiment une comédie, lâche-toi, improvise, fais tout ce que tu veux. Et j'allais voir après Jim, c'est pas du tout une comédie, c'est un film très sérieux, faisant le moins possible. Et quand ils arrivaient ensemble, ils étaient pile, sur le même niveau. Et puis jouer sur des surprises et déstabiliser pour qu'ils oublient que le problème qu'ils sont en train de vivre, c'est leur rapport avec la caméra, que leur problème doit être entre eux et l'acteur, ou eux et eux-mêmes. Et c'est pas facile. J'avais pensé à travailler avec un acteur qui était très conscient de la caméra, parce que c'est des gens qui font soit du stand-up, soit de la télé, et ils ont cette relation trop forte avec la caméra. Je voulais fabriquer une caméra avec 50 objectifs faux, dont un vrai. Et ils ne sauraient pas où il est. Souvent les acteurs, ils sont en train de parler avec l'acteur en face d'eux, l'autre acteur, et la caméra est là, et c'est comme s'ils avaient des petits yeux dans le blanc des yeux qui regardent la caméra. Et on sent qu'ils ne sont pas vraiment en connexion. Et ça, c'est vraiment là qu'il faut regarder. Il y a plein d'autres trucs, par exemple, les acteurs, quand ils ont fini leur dialogue, ils deviennent conscients de ce qui se passe, de la caméra, de l'équipe, et on les sent perdus dans leur regard, ils sortent de leur personnage. Et c'est difficile à gérer. Souvent, ça se règle au montage. Il faut couper pile après la phrase, parce que sinon, il y a quelque chose qui se passe dans le regard où finalement, ils ne sont plus le personnage. Et il y a plein de méthodes. Moi, je ne crois pas vraiment à la méthode, l'acteur studio, c'est trop égocentrique ou égocentriste. Je crois plutôt, on discute, mais pas trop, parce que je pense pas que si je dis à un acteur, ok, il faut que tu sois plus triste, il va faire ce qu'il pense devoir faire pour que le spectateur pense qu'il est triste. Donc, il peut se planter complètement. Je préfère lui dire, regarde tes chaussures, ou tourne la tête vers des trucs très très concrets, qui sont plus simples. Mais ça, c'est ma façon personnelle. Il y a d'autres réalisateurs qui ont besoin d'approcher plus la psychologie. Moi, je trouve que la psychologie, c'est la manière dont on va les regarder après, la juxtaposition de leurs différentes humeurs.
mais je pense pas que ça vienne du fond de leur trip. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question, parce que vous avez réalisé Is Ottoman Happy, où vous discutiez avec Noam Chomsky, et je me demandais s'il y avait d'autres personnes, vivantes ou non, qui vous aimeraient avoir une discussion, et quel en serait l'univers graphique, ou si vous pouviez interroger n'importe qui. En fait, j'aimerais bien réinterroger Noam Chomsky, mais sur un plan plus politique. Mais j'ai peur de ne pas assurer. Ça, c'est mon problème. J'ai des idées politiques très marquées, mais il faut assurer ses arrières, il faut avoir des références, se souvenir des dates, tout ça, j'y arrive pas. Mais sinon, au niveau scientifique, j'ai eu l'occasion, pour un documentaire qui a été fait sur moi, de rencontrer des astrophysiciens, des spécialistes du cerveau. Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il y a une différence entre lire les écrits, mais quand on rencontre quelqu'un, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et donc on peut poser cette question, et là il se passe quelque chose d'extrêmement satisfaisant, c'est qu'on trouve une réponse à sa question qu'on n'a pas trouvée avant. Parce que souvent les scientifiques, bon c'est sûr qu'ils font la vulgarisation et c'est généreux, mais ils disent toujours la même chose quand ils décrivent un trou noir par exemple. Ils disent, voilà, c'est un objet qui est tellement concentré que rien ne peut s'en échapper, y compris la lumière. Ils disent exactement mot à mot, toujours la même phrase. Donc ça, finalement, on n'apprend rien, et en creusant un petit peu, quand on est face à la personne, on a l'occasion de comprendre plus de choses, évidemment. Donc un astrophysicien, il y en a un que je connais, que j'ai vu plusieurs fois, j'arrive pas à dire son nom, c'est Trinh Xuan, il est d'origine vietnamaise, et c'est assez rigolo parce que en lisant son travail, j'ai un peu perdu ma foi, mon espoir de survie après la mort, parce que finalement on comprenait un petit peu comment tout ça était arrivé à ce que c'est. Je pense que le secret c'est de ne pas dire pourquoi, mais dire comment. Parce que si on dit pourquoi, c'est autre chose, quoi. Et lui, je me suis aperçu que lui, il avait une croyance, il est bouddhiste. Alors je trouvais que c'était un peu dégueulasse, quoi, qu'il m'a enlevé ma croyance et qu'il ait la sienne. Donc je ferais bien un film sur lui, mais après c'est difficile, parce que si on parle d'objets qui ont une forme existante, j'aurais plus de mal à utiliser l'abstraction, parce que ce que j'ai fait avec Chomsky, c'est que quand je comprenais, j'illustrais, et quand je comprenais plus, je partais dans les dessins. Comme ça, je ne faisais pas semblant de comprendre. Et après, maintenant, il y a plein de trucs qu'il m'a dit que j'ai compris plusieurs années après. Donc, ça sera scientifique. Je sais pas. Tout ça pour dire que je sais pas. Je suis désolé. J'en profite juste pour ajouter que conversation animée avec Noam Chomsky sera bientôt disponible sur MK2 Curiosity. Voilà. Et je vous conseille à tous de le regarder. Alors, bonsoir. Je voulais d'abord vous féliciter pour le film, parce que je le trouve très réussi. Et en voyant le film, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec un autre de vos films qui est Soyez sympa, rembobiné, parce que c'est tous les deux des films qui parlent de la création de films et la création sincère d'un film avec les moyens du bord qu'ont les réalisateurs avec le côté plastique. Mais je voulais vous demander, c'est quoi votre rapport avec la création? Est-ce que quand vous faites un film, vous essayez de retrouver cette sincérité de vos premiers courts-métrages ou pas, quoi? Merci. Mais je pense l'avoir, parce que j'ai pas trop le choix que d'être moi-même. Et c'est important pour moi, mais en même temps, il faut que ça se passe sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ça se passe à travers tous les obstacles qu'on rencontre quand on fait un film, comment on les règle, comment on gère la relation avec les acteurs, et puis qu'on n'essaye pas de copier,
on transmet son enthousiasme aux gens avec lesquels on travaille. Je pense que tout ça fait que j'espère avoir gardé il y a un peu de naïveté, mais c'est ce que j'avais au départ, parce que je me souviens exactement de mes sentiments, des sentiments que j'ai ressentis quand j'ai commencé à faire des films animés, et je pense ressentir toujours la même chose maintenant. Merci. Bonjour, vous pourriez commenter la dernière image du film? Est-ce que c'est compliqué de regarder ses propres films? Moi j'aime bien en fait. Mais ça c'était un cas spécial. C'était très très dur pour moi de regarder ce film. C'était L'écume des jours. Ça a été très très difficile. Et j'avais beaucoup de mal à le regarder. Je pleurais parfois. Et j'étais dans un état pas normal, quoi. On voit dans le film et ça passe par des excès d'émotion, des excès de colère, des excès d'idées. Donc le problème venait principalement de ça. Maintenant, en cas normal, j'ai hâte de voir le générique de fin, parce que j'ai l'impression que quand je le vois en projection, les gens s'ennuient. Mais sinon, celui-là, par exemple, on l'a projeté à Cannes et j'ai jamais vécu ça. Et les gens rigolaient du début à la fin. Et j'avais l'impression d'être sur une autre planète. C'était un sentiment d'exhilaration. D'exaltation? Exhilaration. Ah, exaltation, bon, ça va. Que je n'avais pas connu avant et qui était assez génial. Donc là, j'ai vraiment aimé, ça m'arrive souvent de regarder, au lieu d'aller manger, de regarder le film avec le public, parce qu'on le voit différemment à chaque fois, et puis si c'est un tournage qui a été agréable, je repense aux bons souvenirs. J'aime bien voir les acteurs. Bon, par exemple, Microbe et Gasoil, je l'ai regardé tout seul dans l'avion, parce que quand il passait dans l'avion, je me suis dit, tiens, j'ai regardé mon film dans l'avion. Mais j'ai pas le sentiment que c'est que mon film. Par exemple, j'ai regardé mes acteurs que j'adore, et ce sont deux adolescents qui prenaient plaisir à venir jouer tous les jours. C'était une aventure, et voilà, comme on regarde des films de vacances un petit peu. Mais parfois, c'est vrai que ça a été difficile quand on pense que ça ne fonctionne pas bien, on voit les défauts, c'est gênant. Mais en général, ça ne me déplaît pas de les voir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils regardent jamais leurs films, qu'ils écoutent jamais leurs albums, et je pense que c'est un peu de la frime. Genre, je suis tellement humble que je ne regarde pas mon travail. Alors moi j'avais une question par rapport au fait que ce soit un film sur le mal-être. Vous en aviez déjà parlé dans certains d'autres de vos films, mais là j'ai l'impression que c'est plus cru ou plus vrai, et qu'on voit même les côtés qu'on d'habitude on voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir sur le mal-être mental, notamment l'agressivité, etc., où c'est moins représenté, je trouve. Et je voulais savoir, est-ce que ce film il arrive si tard dans votre filmographie parce que il fallait du temps pour vous avoir du recul sur votre ressenti, etc., ou c'est aussi parce que le public et l'époque actuelle est plus propre à accepter ou à entendre ce film en fait? C'est une condition, une maladie, c'est toujours tout ce genre de problèmes mentaux sont difficiles à exprimer, à évaluer, parce que il y a toujours une résistance, on ne sait pas si c'est vrai, si ça existe, si ça n'existe pas. Donc bon, là par rapport à ce problème-là, la science a quand même bien travaillé dessus, on sait plus ce qui se passe. Donc c'est plus simple d'en parler parce qu'on a l'impression de parler de quelque chose qui existe vraiment et qui est reconnu. Aussi, peut-être mon esprit a évolué.
Et puis j'ai eu un épisode très marqué, qui est le sujet du film, qui finalement avait une moitié, ou peut-être les 3/4 désastreuse, et une moitié qui était quand même très positive. Par exemple, j'ai vraiment sauvé la vie de ma tante en l'obligeant à s'exprimer face au docteur, dans les termes qu'on voit dans le film, qu'on entend dans le film. Bon, l'orchestre, ça s'est passé exactement comme ça, donc c'était vraiment une grande réussite. Et puis il y avait tous les autres projets qui étaient complètement catastrophiques. Donc l'idée c'était de faire une sorte pas de classification, mais de les regrouper. Et en les regroupant, je me suis dit, tiens, ben, ça peut raconter une histoire. Et voilà. Je sais pas, j'avais pas d'autre chose à raconter à ce moment-là, et ça m'a donné la confiance de le faire. Et dès l'instant où les gens autour de soi vous encouragent à aller dans une direction, après on se sent le courage de le faire. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un film très important. Ah, merci. Merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup plu. J'aurais deux petites questions. La première, c'est on voit du coup Pierre Linnet improviser avec un orchestre. Ouais. Et donc vous dites que vous l'avez vraiment fait. Et est-ce que vous avez aussi improvisé pendant ce film d'autres situations comme ça qui sont un peu ubuesques ou super surprenantes? C'est-à-dire qu'il s'est passé tellement de choses pendant cette période, ubuesques ou catastrophiques ou grotesques ou créatives, que j'avais pas besoin d'improviser finalement, parce que j'avais un réservoir d'idées, de souvenirs. Certaines choses avaient été réellement fabriquées, d'autres juste pensées, parce que j'avais plein de concepts qui foisonnaient. Bon, le camiontage, je voulais vraiment le faire, mais c'était pas possible de le faire. C'est pas vous battre. Il veut poser sa deuxième question, il va pas lâcher le micro, je peux vous le garantir. Du coup, j'ai vu de quoi on parlait. Quel montage? Oui, mais la base de cette question, c'était quoi? C'était l'improvisation. Oui, mais j'ai pas. Si vous voulez, je suis pas super fan de l'improvisation, parce que finalement, quand les acteurs se retrouvent face à eux-mêmes, à la caméra, sans le texte, leur problème devient de savoir ce qu'ils vont pouvoir dire, et c'est pas le problème de leur personnage dans ce que je veux raconter à ce moment-là. Donc je préfère qu'ils aient une idée de ce qu'ils vont dire et qu'ils puissent consacrer, que leurs problèmes deviennent ailleurs que... parce que aussi, très souvent, les improvisations, ça se termine par des engueulades. Et puis c'est pénible. Et puis on n'est pas dans la vie, quoi. On est dans une reconstitution. Maintenant, je comprends aussi qu'il y a des gens qui adorent l'improvisation, et moi aussi, il m'est arrivé de faire des choses très improvisées, mais il faut vraiment bien encadrer. Et j'ai découvert une technique qui est vachement bien. C'est quand l'acteur n'arrive pas à bien dire son texte. Il est nerveux, il bloque sur des mots, et je me mets à sa place et j'imagine que son texte c'est comme une ligne qui vient vers lui, avec des objets qui viennent vers lui, et au milieu ou derrière le milieu, il y a une tache noire. C'est un mot où il sait qu'il va galérer pour le dire. Et le mot, le temps qu'il arrive, il est déconcentré sur le reste du texte, parce qu'il y a ce mot qui arrive, et le mot arrive, il le prend en pleine figure, il n'arrive pas à le dire, et voilà, c'est raté. J'ai trouvé un truc, je leur dis, dites exactement ce que vous voulez, utilisez vos mots, votre langage, simplement faites en sorte qu'on comprenne l'histoire qui se passe à ce moment-là. Je leur dis ça, et ils me disent exactement le texte mot à mot, sans aucun problème, parce qu'ils sont libérés de cette angoisse, d'avoir ces trous qui s'approchent d'eux. Donc c'est des petites techniques. Donc là, c'est un semblant d'improvisation, parce qu'une fois que finalement ils pensent qu'ils peuvent improviser, et qu'ils ne vont pas être corrigés par le script ou par le réalisateur, ils se sentent libérés, et puis tout vient d'un coup. C'est un petit peu comme la jeune fille
qui ne voulait pas poser des questions. J'ai l'habitude, parce que j'ai déjà fait des conférences avec des enfants, excusez-moi, tout le monde est des enfants. Et il y avait cette petite fille qui voulait me poser une question, et c'est sur le clip que j'ai fait pour Gainsbourg, et ça coinçait, ça ne voulait pas sortir. Alors, et il y avait tous les autres qui commençaient à monter au créneau, elle voulait parler, et elle dit bon mais c'est pas grave, laisse tomber. Et moi j'ai pas voulu, quand les gens ont envie de dire un truc, j'ai envie qu'ils le disent. Et je lui ai dit à cette petite fille qui avait 7 ans, dis-moi simplement le premier mot de ce que tu voulais dire. C'est une question technique. Elle a dit le premier mot et après tout est sorti. C'était comme un fil à attraper et tout est sorti de la tête. Elle a posé une question super intelligente et très articulée et très longue. Et j'avoue que j'ai éprouvé une fierté. C'est pour ça que j'ai insisté avec vous. Ça me donne une sorte de fierté de permettre aux gens de s'exprimer et de voir où ça coince et aider à décoincer. C'est ce travail un petit peu que je fais avec les acteurs. Et alors, la deuxième chose, c'est en fait les films qui m'ont particulièrement touché, je les achète ensuite en Blu-ray et je voulais savoir si vous accepteriez de les. Enfin, du coup, dans cette liste-là, il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Be Kind Rewind, et je voulais savoir si vous accepteriez de les signer en souvenir. C'est une question pourrie. Ok. Tout le monde va me proposer, beaucoup de gens vont me proposer ça, et je pense que d'avoir créé une bagarre à propos du micro pour ça, et ça gâche la première question. Donc, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème si on ne fait pas. Oui, je pense qu'il est temps de passer votre micro. C'est la dernière question. Je vais faire une réponse super longue. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question toute simple. Chaque tournage, c'est toujours une nouvelle aventure et j'aimerais savoir si vous avez une anecdote de tournage à nous raconter, quelque chose qui vous a marqué. Et voilà, merci. Alors, c'est toujours, quand on pose cette question, c'est toujours le vide qu'on peut. Alors que c'est une collection d'anecdotes. Je vais dire une grosse connerie, heureusement que je ne l'ai pas dit. Il y avait beaucoup de tiques. Alors, la morsure de la tique, quand elle s'infecte, ça fait des sortes d'ovales sur la peau, tout autour. Les plus grands, il y en a plusieurs qui sont très grands. Et le fils de mon décorateur, il en avait une et il traînait par rapport à ça et je l'ai obligé à aller chez le docteur. C'est super comment dire. Et non, je ne trouve pas. Attends, non, je vais trouver. Alors, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ah, bon, c'est pas une anecdote, mais ça reflète un petit peu. Donc, vous avez vu qu'il y avait Sting dans le film. Donc, il y avait Pierre Ninet qui était face à lui. Il était quand même impressionné. Bon, moi aussi, on était tous un peu impressionnés. Et à un moment donné, Sting. Bon, l'idée, c'était. Bon, dans la réalité, c'était McCartney. Bon, on a changé pour Sting. Et il faisait une fausse note. Et j'ai eu comme le courage de dire à McCartney que la note, elle aurait dû un demi-ton plus par là. Et il n'a pas montré d'énervement, rien. Il a dit ah ben oui, c'est vrai. Et donc, je voulais que Pierre, il ait ce courage de proposer un changement à Sting. Donc, il lui propose le changement et Sting lui dit alors ça va pour le changement. Et Pierre dit oui, et toi? Et j'aimais pas ce gars, parce que c'était pas le mien peut-être, mais c'était trop facile. Et je voulais l'enlever et tout le monde dit non, garde-le, et maintenant c'est le gars préféré de tout le monde. Mais j'écoute des acteurs, hein, donc parce qu'on ne peut pas rater des choses comme ça, c'est pas permis. Et par exemple aussi, bon, c'est pas des anecdotes, mais c'est quand même des moments de tournage importants. Quand elle a, normalement, le personnage de Blanche, ma monteuse,
quand elle avait regardé l'orchestre, moi j'étais persuadé que j'étais en train de révolutionner le monde de l'art, un truc insensé. Et j'imaginais les gens qui me regardaient avec les yeux qui coulaient d'émotion. Et puis finalement, quand je les ai vus, elles voulaient qu'une chose, c'est de rentrer, parce qu'elles en avaient vraiment assez de toutes mes expériences. Mais ça avait quand même super bien marché. Et Blanche, quand on l'a vue, parce que ça s'est passé de la même manière avec Pierre, quand on l'a tourné, je lui ai dit non, mais tu t'en fiches, en fait, tu veux rentrer au montage. Et elle m'a dit, mais non, je comprends pas, je vois un truc incroyable, je devrais avoir une émotion et vouloir rester pour assister à ça. Et je lui ai dit, non, j'ai voulu vraiment me tenir à mon idée. Et donc on l'a tourné comme ça. Et puis j'ai réfléchi. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais elle a raison, ce serait beaucoup mieux si à ce moment-là, elle trouve que ce qui se passe devant elle est incroyable. Et ça donne une ambiguïté et une profondeur à sa relation avec Marc, parce qu'elle n'est pas toujours en train de se dire que c'est un débile, elle voit aussi que c'est quand même quelqu'un qui a des idées. Et on n'avait plus le décor, on a recréé l'arrière avec un mur et un bras, et quand on voit Blanche qui dit mais non, regarde, reste, ça a été retourné en fonction de ce que Blanche m'avait dit. Donc voilà. Merci beaucoup Merci. pour tout ça. Merci à vous.